Bonjour à tous nos amis du dialogue franco-russe. Et voici une petite vidéo enregistrée le mardi 21, alors que les prix du pétrole s'effondrent littéralement pour la deuxième séance consécutive. Donc la question est, s'agit-il d'une capitulation ou d'un problème à répétition? Alors au moment où j'enregistre, il est à peu près 19 heures. Le prix du baril de pétrole WTI vient de plonger sous ses planchers de 1986. On le retrouve en dessous de 15 dollars le baril. Aux États-Unis, le pétrole WTI, contrat juin, vient de s'enfoncer vers 7 dollars. 7 dollars le baril de 149 litres. C'est également un plancher historique et cela fait suite à l'effondrement du prix pratiqué sur l'échéance mai, puisqu'on a vu le baril de pétrole coter moins 40 dollars et moins 37,6 à la clôture. Autrement dit, chaque détenteur d'un baril devait mettre 40 dollars de sa poche, ou 36,7, pour soit prendre livraison de ce baril et trouver un moyen de le stocker, soit trouver quelqu'un qui allait pouvoir stocker ce pétrole dont la plupart des acheteurs ne pouvaient pas prendre livraison. Autrement dit, ce n'est pas le pétrole qui était négatif, c'était le coût du stockage qui devenait prohibitif. Je le répète, il y avait deux solutions, soit trouver au dernier moment et en catastrophe une capacité de stockage, et bien sûr ceux qui en détenaient ont laissé grimper les prix, ou alors revendre son contrat en négatif à quelqu'un qui avait des capacités de stockage et qui de toute façon faisait aussi payer cette faculté qu'il avait de racheter un baril qui brûlait les doigts des acheteurs. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien tout simplement parce que vous avez des gens dont le négoce du pétrole n'est pas le métier, mais qui sont par contre des spéculateurs professionnels. Et depuis 50 ans, voire même depuis finalement 160 ans, depuis qu'on a foré le premier puits de pétrole à Titusville, je crois que c'était en Pennsylvanie, eh bien le prix du baril n'était jamais passé négatif. Autrement dit, celui qui achetait par exemple un baril de pétrole autour du 15 mai, après qu'il ait déjà perdu pratiquement 70% de sa valeur, se disait de toute façon mon risque au maximum c'est zéro. Eh bien non, quand on achetait un baril de pétrole à 22 ou 25 dollars il y a une semaine, le risque n'était donc pas de zéro, mais il était de perdre d'abord sa mise et ensuite de devoir payer quelqu'un capable de vous débarrasser de ce pétrole que vous aviez acheté à titre purement spéculatif. Le problème ne se pose évidemment pas pour des acheteurs professionnels. Je pense par exemple à des constructeurs automobiles ou à des chimistes. Ils ont besoin de pétrole, soit pour faire tourner les usines, soit pour produire des composants en plastique. On a besoin bien sûr de carburant aussi pour faire rouler les véhicules. Et le problème, c'est que depuis plus d'un mois, eh bien, il n'y a plus beaucoup de véhicules qui roulent aux États-Unis et la consommation de pétrole a chuté de pratiquement de moitié. En fait, il se consomme entre 6,5 et 7 millions de barils jour. Or, les producteurs américains se vantaient encore fin février d'en produire plus de 12 millions et de même devancer la Russie, vous vous rendez compte, qui produit 12 millions et loin devant l'Arabie avec ses 10 millions. Donc on produisait 12 millions de barils de pétrole sur le sol américain, sans parler de celui qu'on importe, soit des pays du Golfe, soit d'Afrique équatoriale, Afrique de l'Ouest. Nous avons également du pétrole produit dans le golfe du Mexique, du pétrole offshore. Bref, les États-Unis sont saturés de pétrole. Quand je parle de 12 millions de barils produits par jour, ça ne veut pas dire que ce que les États-Unis accueillent comme pétrole, ça soit 12 millions de barils. C'est plutôt de l'ordre de 20 millions. Alors quand on n'en consomme plus que 6,5 ou 7 par jour, vous imaginez la surproduction et les problèmes de stockage que cela pose. Or aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'il reste comme capacité de stockage aux États-Unis? Peut-être guère plus de 200 millions de barils. Or, à raison de 11 ou 12 millions de barils jour, à la fin du mois de juin, les producteurs, je parle uniquement les producteurs américains, auront sorti 330 millions de barils supplémentaires du sol et il n'en sera même pas consommé la moitié, 100 millions de barils. Autrement dit, les capacités de stockage seront totalement saturées au mois de juin, sachant que le pétrole en provenance du Proche-Orient ou d'Afrique est déjà en attente au large des côtes américaines. On ne décharge plus les tankers, on n'a déjà plus les capacités de stocker et de raffiner ce pétrole. Alors l'effondrement dont je parlais donc en négatif, ça concerne le WTI, qui est un produit pétrolier purement américain. Ce n'est pas une référence mondiale. Le Brent est une référence mondiale. Quand vous avez un prix spot sur le Brent, c'est-à-dire soit à Londres ou à Rotterdam, où on traite le physique, là, vous parlez d'un pétrole qui peut venir de Russie, du Proche-Orient, d'Afrique et pourquoi pas de pays plus lointains, Malaisie, Brunei, Indonésie ou Afrique. Donc la vraie référence mondiale, ça reste quand même le Brent, mais aux États-Unis, donc le WTI, c'est celui qui va être consommé localement et qui va être également raffiné localement. Or le problème, c'est que le WTI, c'est essentiellement aujourd'hui du pétrole texan, facile à raffiner, alors que les pétroles sortis des champs d'Oklahoma, Dakota du Nord ou Est Texas, c'est un pétrole extrêmement léger, extrêmement liquide et coûteux à raffiner. Mais attendez, c'est pas tout. Non seulement c'est pas un pétrole que l'on peut utiliser facilement, que l'on peut mettre dans ce qu'on appelle les réserves stratégiques, qui servent essentiellement au Pentagone ou aux industries considérées comme vitales pour les États-Unis, ce pétrole shale oil, on doit l'acheminer vers des raffineries spéciales, car il faut le chauffer beaucoup plus longtemps que les autres qualités, pour permettre l'évaporation justement de tout le liquide qu'il contient. Donc il est cher à raffiner et il est également cher à transporter parce que les producteurs n'ont pas obtenu, pour des raisons écologiques, l'autorisation de construire des pipelines géants qui emmènent le pétrole vers les raffineries au sud du pays. Et il est également transporté par camion-citerne ou par train. Donc on va dire qu'il présente absolument tous les inconvénients d'un pétrole anti-écologique, d'une qualité de plus en plus médiocre, cher à transporter et cher à raffiner. Oui, mais voilà, pour sauver les producteurs de shale oil américains, Donald Trump va probablement ordonner qu'on cesse d'importer du pétrole d'Arabie, et ça sera bien fait pour eux, puisque ce sont eux qui ont déclenché la guerre des prix. Alors, avec l'appui de la Russie, ça c'est la version officielle, néanmoins c'est quand même l'Arabie Saoudite qui est à l'initiative. Et ça reste un des principaux fournisseurs des États-Unis. Eh bien, les États-Unis, pour se venger, pourraient décider de ne plus importer de pétrole d'Arabie. Or, c'est un pays qui, depuis 2014, voit se creuser son déficit budgétaire. L'Arabie Saoudite a déjà dû emprunter plus de 100 milliards. Je vous rassure, la Russie, de son côté, a emprunté zéro. La Russie n'a pas de déficit, même si la baisse des recettes pétrolières ne va pas évidemment arranger les finances et ne va pas permettre de piloter une reprise vigoureuse. Néanmoins, l'Arabie Saoudite pourrait se trouver confrontée à des problèmes budgétaires et peut-être que les créanciers pourraient se faire tirer l'oreille. Bon, bien sûr, vous pouvez tendre ce raisonnement à tous les pays producteurs de pétrole, un pétrole cher comme par exemple le Brésil, ou un pétrole lointain comme celui qui vient d'Afrique ou des pays d'Extrême-Orient. Tous les pays producteurs risquent de se retrouver confrontés à des graves difficultés budgétaires si le cours du baril reste scotché aux alentours de 12-13 $, comme on le constate maintenant sur le Brent. Je ne parle même pas du WTI. Voilà. Donc ma conclusion sera qu'après la volatilité gigantesque qu'on a observé sur le prix du baril, on pourrait maintenant voir également de la volatilité sur le prix des dettes des pays producteurs. Ça sera peut-être cela le prochain grand choc économique.